merci, Maître Bensoussan, hein, d'être parmi nous ce soir. Vous êtes vraiment un pionnier en matière de droit des nouvelles technologies. Vous avez toujours anticipé les innovations numériques, on peut dire, hein, que ce soit d'ailleurs, vous vous retrouvez dans un lieu que vous connaissez bien, hein, puisque vous avez fait par le passé le droit de la télévision il y a quelques années. Donc, c'est un retour sur un site bien connu où vous connaissiez même les bureaux des différents directeurs juridiques. Donc, on est vraiment très content au nom de la l'ANS de vous recevoir ce soir, hein, pour nous parler justement d'enjeux extrêmement forts, c'est-à-dire comment utiliser l'intelligence artificielle. Ça peut être une aide à la décision et face à des données sensibles, hein, comme les données de santé. Votre expertise va vraiment nous apporter. Et puis, vous êtes aussi à l'initiative, vous sortez prochainement un ouvrage, hein, sur justement où ChatGPT euh, vous avez travaillé ensemble finalement avec ChatGPT. Donc, on sera très intéressé par avoir votre point de vue et votre retour sur tous ces aspects. Donc, sans plus attendre, je vous cède la parole et merci encore aussi à Isabelle Chivoret, avec qui on a régulièrement des contacts. Merci beaucoup, Myriam, pour cette introduction. Je vous propose un voyage. En introduction, je vous propose effectivement intelligence artificielle et droit de la santé. Pas complètement sur la santé. Je pourrais effectivement le faire, mais ce que je vous ai dessiné avec vous, c'est vraiment un voyage. Et puis avec elle, avec ChatGPT, nous avons, elle et moi, passé un mois ensemble. Et je vous propose une aventure d'un mois où comment effectivement utiliser les intelligences artificielles génératives dans les secteurs, le secteur du droit et le secteur de la santé. Et donc, j'ai jumelé les deux, droit et santé. C'est cela le parcours. Alors, en introduction, c'est une meilleure utilisation des ressources. Le monde de demain, il y a eu 3 révolutions pour les prestations intellectuelles, dont le droit en est un des exemples. Première révolution, l'informatique. On a dématérialisé les métiers. Deuxième révolution, l'Internet. On a dématérialisé les relations. Troisième et dernière révolution, on dématérialise la conscience ou en tout cas une certaine forme de pensée. Et c'est à l'aube de cette troisième génération que je vous propose de dessiner quelques éléments de réflexion. Le défi, c'est comment obtenir des intelligences artificielles génératives des solutions justes. Et c'est vrai qu'on dit beaucoup que c'est parfois dans les développements un perroquet. On a dit que c'était un perroquet digital, un magnétoscope digital. Et puis on met en place des erreurs de raisonnement, des erreurs de logique, des erreurs de contenu. Puis on ajoute des réponses confusantes, stéréotypées. On a tout le monde qui se moque d'elle. Parfois, on souligne des biais, des hallucinations, des pertes de mémoire, et certains ajoutent qu'en plus, elle met des références fictives. Il y a un avocat américain qui a été condamné pour avoir simplement traduit immédiatement dans ce dossier les références qu'avait données ChatGPT. Où est-ce qu'on en est exactement? Eh bien, malgré cela, la trajectoire est irréversible. Dans ce voyage, je vous propose une rupture, une mutation, un monde de demain qui n'a plus rien à voir avec le monde d'hier. Au monde d'Internet, j'étais là. Certains ont dessiné avec certains, d'autres droits d'Internet. Et nous étions deux. Attali parlait d'un nouveau continent. Moi, je parlais d'un nouveau monde. Et c'est comme ça qu'on a rédigé le .fr, faisant du .fr le territoire national. Cette trajectoire est irréversible pour tous les secteurs d'activité, et notamment celui, bien évidemment, de la santé. L'enjeu, en termes sociétal, c'est la dépendance, l'esclavage technologique. Dans la première transition, on a dématérialisé le papier
mais on continuait à travailler de la même manière. Dans la dématérialisation des réseaux sociaux, on a dématérialisé les relations, on commençait à travailler différemment. Chacun d'entre nous devenait un émetteur de télévision, un directeur de publication, et on est passé de 1 à N dans la communication à N à N. C'était quand même un nouveau monde. Et là, on va toucher à quelque chose d'encore plus fondamental. C'est non pas effectivement la façon de travailler, la façon d'être en relation, mais la façon de penser. La pensée humaine va changer. Et les prestations intellectuelles, dont les prestations en droit, et notamment en droit de la santé, vont changer. Elles n'auront plus rien à voir avec le passé. Et c'est cela que je voudrais vous dessiner. Alors, pour cela, là, j'ai généré avec Dali, bien évidemment, cette image. Moi qui adore la peinture, je ne résiste plus. Je vous propose de regarder rapidement ce dont on parle, l'intelligence artificielle, présentation et évolution. Ensuite, de voir le concept majeur de cette mutation que j'ai appelé la cobotique juridique. Enfin, je verrai cette cobotique en santé, dans deux cas particuliers de la santé. Et enfin, je dirai quelques mots du déploiement. Quels sont les facteurs clés de succès, une trajectoire, par exemple pour une maison comme les vôtres. Le monde de demain, ce n'est pas les IA, génératives ou pas, ou les robots. Les robots, ce sont des IA qui ont contaminé une coque, c'est tout. Et les humains, ce n'est pas les humains contre les robots. De toute façon, ils n'ont aucune chance, les humains contre les robots. Mais vraiment aucune. Il faut qu'ils abandonnent toute idée d'être supérieurs aux robots sur un champ technique. Au poker, aucune chance. Au Go, aucune chance. Dame, aucune chance. Aux échecs, aucune chance. Et donc de voir comment on génère cette trajectoire, et notamment pour les dirigeants. C'est un enjeu fantastique de conduite du changement. Regardons. Alors, de quoi parle-t-on? On ne va pas s'intéresser de toutes les IA. On va déjà définir ce que c'est qu'une IA. Qu'est-ce qu'une IA au sens technique et au sens juridique? C'est la même. Heureusement, pour une fois, ils se sont alignés les deux. C'est un système qui dispose d'une certaine autonomie. Ce qui fait la différence avec les systèmes informatiques, c'est cette autonomie. Si vous n'avez qu'un seul mot pour décrire une IA, c'est le mot autonome. Et c'est là où on trouve, par exemple, la notion de voiture autonome, de drone autonome. Et donc, dans la nouvelle réglementation des systèmes d'information telle qu'il s'est arrêté dans le trilogue au niveau européen, c'est un certain niveau d'autonomie. Là-dessus, cette autonomie, elle est composée d'algorithmes et de logiciels. Et ces algorithmes et ces logiciels utilisent des données d'entraînement. Et c'est cet ensemble, et c'est la réunion de cet ensemble qui constitue ce que l'on peut appeler l'intelligence artificielle. Avec deux systèmes d'intelligence artificielle, la symbolique, où j'ai des données et des règles et un moteur et j'obtiens des résultats, c'est l'historique, qui est toujours tout à fait opérationnel, notamment dans les hôpitaux. Et puis la deuxième, l'intelligence artificielle statistique, c'est-à-dire celle qui est calculée sur un moteur de probabilité où je donne des données et des résultats, notamment par exemple des chats, des images de chats. Alors pourquoi, vous savez pourquoi les chats? Pourquoi on a entraîné historiquement les IA sur des chats? Eh bien parce que les humains, ils adorent les chats et ce qu'on retrouve le plus sur l'Internet, c'est des chats. Et donc là, on avait un nombre impressionnant de cas de chats, sachant que un enfant de 2 ans, on lui montre 2 images de chats et il va reconnaître toujours les chats, alors qu'il faut plusieurs dizaines et dizaines de milliers, voire de millions de chats pour permettre à une intelligence générative de les reconnaître. Et c'est comme ça que ça marche. Regardons très tranquillement. Donc, imaginez que vous souhaitez produire le nouveau mot. Ce que feront, et je vais centrer sur les intelligences artificielles génératives, celles dont vous entendez parler, la dernière génération, eh bien, elle met un mot après l'autre. Tout simplement un mot après l'autre et rien d'autre. Donc, si vous dites la Cour, eh bien, elle va se poser la question de savoir si c'est la Cour de cassation, la Cour d'appel, la Cour des comptes, la Cour des USA. Et pour pouvoir varier la réponse, il suffit de varier le contexte. Si vous donnez, par exemple, on peut le faire avec la souris aussi, une souris et la couleur de la souris, grise. Grise, pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'articles en matière de biotechnologie où on fait des analyses sur les souris. Donc, si vous lui dites rien par défaut, elle prend le maximum d'articles. Maximum d'articles, c'est des souris grises.
Mais si vous lui dites, dans une comptine, quelle est la couleur de la souris, elle va dire verte, parce que dans la plupart des pays du monde, on utilise le vert. C'est aussi simple que ça. Et donc, il ne faut pas trop lui demander et tout lui demander, à condition de comprendre qu'on met un mot après l'autre. Et avec un mot après l'autre, on peut faire des choses merveilleuses dans tous les secteurs d'activité, et notamment, par exemple, en droit, le seul sur lequel je peux discuter avec elle. Donc, l'évolution, eh bien, voilà, c'est des capteurs. En santé, c'est un élément majeur, l'arrivée de ces capteurs, des algorithmes, de la donnée. L'intelligence artificielle, c'est la réunion des deux. Et comme elle est autonome, elle a une fonction d'apprentissage. Et c'est la réunion de cet ensemble qui fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a un nouveau monde. Un nouveau monde dans lequel, si on prend Alan Turing dans son article merveilleux de 1950, est-ce que les intelligences ont une conscience et les machines ont une conscience? Eh bien, on le verra un peu plus tard, mais on va utiliser jusqu'à maintenant le test de Turing, c'est-à-dire qu'un humain est équivalent à un robot si et seulement si l'humain ne voit pas que c'est un robot. C'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ChatGPT, vous voyez, elle est entre faible et moyenne. Je expliquerai pourquoi je dis elle. Et donc, elle est multi-contexte, pas complètement, mais elle travaille sur du langage. Demain arrive la moyenne. OpenAI dit 5 ans. Donc là, elle est multi-contexte, multi-application. Et puis, certains annoncent l'IA forte, c'est-à-dire supérieure sur l'ensemble du champ, effectivement, multifonctionnel, multifonction, multi-réflexion, pour 10 à 15 ans. Mais restons aujourd'hui. C'est déjà magnifique. Et donc, voilà, je vous propose de regarder d'abord la cobotique juridique. C'est un exemple d'utilisation. Et puis ensuite, on va voir la cobotique dans le domaine de la santé. Alors, pourquoi la cobotique? Pourquoi cet élément-là? Tout simplement parce qu'avec un tel système, on peut faire de la recherche, on peut faire de l'analyse. Un texte à analyser, mais c'est merveilleux. Vous lui dites, est-ce que tu peux aller lire cet article sur l'Internet? Elle dit oui. Et après, on peut lui poser la question, mais est-ce que tu peux me le résumer? Elle dit oui, bien sûr. Est-ce que tu peux me définir la stratégie? Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux définir une tactique effectivement comprendre? Mais bien sûr. Est-ce que tu peux en faire une synthèse? Est-ce que tu peux réaliser des assignations, des contrats, des mémorandums? Est-ce que tu peux écrire à mon président parce que je dois lui faire une note? Je vais lui demander, elle le fait merveilleusement bien. Des résumés, c'est là où elle excelle. Il n'y avait besoin de lire. Il y avait besoin de donner le document, 200 pages, elle va les lire. Et enfin, on peut faire des programmes de sport, des programmes de santé, des programmes de RGPD. Voilà. Et tout ça avec un mot après l'autre. C'est ça la révolution. Et cette révolution, elle est absolument fantastique. Je lui ai demandé, par exemple, tu es un conférencier de renommée internationale, un avocat spécialisé en droit et technologies avancées. Peux-tu faire un plan de conférence pour une audience de juristes et d'avocats sur l'utilisation de ChatGPT dans le monde du droit? Le conférencier utilise une présentation PowerPoint. La structure de la conférence comprend les parties suivantes. Introduction, plan, 4 parties, conclusion. Et chaque partie est détaillée sur 5 lignes avec un exemple. Voilà ce que je lui demande. Elle me répond avec un petit point d'impertinence, qu'elle dit toujours absolument, hein, mais point d'exclamation quand même. Et elle me dit, voilà, je te propose... oui, parce qu'elle et moi, on se tutoie. Hein. Après avoir travaillé pendant un mois tous les jours, maintenant, on est copains. Donc, elle me propose un titre. Vous avez remarqué que je ne lui ai pas demandé. Elle me propose une introduction, un plan. C'est fantastique, son plan. En 3 secondes. Hein. En 3 secondes. Et ensuite, elle me propose donc exploration des capacités de ChatGPT. J'en train de faire ma conférence. Hein. Vous avez bien vu, puisque je lui ai demandé éthique et responsabilité, application pratique dans le domaine juridique. Défis et opportunités futures et conclusion. Et là, premier élément important. Je lui ai posé 4 lignes. Elle a fait cette conférence-là. Pas si facile que ça de faire mieux, hein, entre nous. Et elle a atteint le seuil fatidique de 20%. C'est-à-dire que le monde de demain, ce n'est pas un monde où les IA vont remplacer les humains. Ce n'est pas du tout ça. C'est les IA vont travailler en coopération avec les humains pour atteindre un niveau plus rapide et de qualité. Et le premier seuil, c'est qu'il faut que l'invite ou le prompt, comme on dit, on atteint ce seuil de 20%. Et on peut, dans tous les secteurs d'activité, je pense, atteindre le seuil de 20%. Moi, je l'ai testé avec elle sur un seul
domaine qui est le droit du numérique. J'ai jamais rien fait d'autre dans ma vie. Je suis né avec la donnée personnelle et j'espère mourir avec elle en continuant tout le numérique. Je partirai à la retraite un de ces jours. Hein. À 73 ans, il est peut-être temps. Le lendemain de ma mort. Donc j'ai encore un peu de temps. Le seuil fatidique de 20%. J'ai testé dans l'ensemble de la configuration du droit du numérique que ce seuil a toujours été atteint. Et ainsi, en droit de la santé, j'ai fait quelques tests, mais pas aussi généraux que j'ai pu le faire sur le droit du numérique, et j'ai toujours atteint ce taux de 20%. Ainsi donc, pour faire une recherche, un mémorandum, une assignation, un contrat, une stratégie, vous pouvez atteindre le seuil de 20%. Et toute la stratégie de ces intelligences artificielles génératives, c'est d'atteindre 60%, 70, 80. Surtout 80. Parce qu'à ce moment-là, il restera 20% en coopération homme-machine, d'où la cobotique. Alors regardons ça. Une invite, c'est-à-dire un contexte dans lequel il y a 12 paramètres à remplir. À peu près. 12 paramètres. Il faut lui indiquer, elle connaît la totalité de ce que l'humanité a écrit depuis que l'humanité sait écrire. Comme elle l'a étudié en anglais, et que la plupart des civilisations, pour les points importants par civilisation, ont été traduites en anglais pour les parties importantes de ces civilisations, vous avez en temps réel, gratuitement, la totalité de ce que l'humanité a pu effectivement écrire. C'est absolument dément. Un peu comme sur l'Internet, où on avait la totalité du monde, chacune des personnes, rappelez-vous, à 5 personnes près. Des cours avec Facebook, qu'on est tous sur cette planète à 5 personnes près pour se connaître. Et bien là, c'est pareil. La totalité des connaissances du monde sur ChatGPT 4 sont complètement à votre disposition. Et donc, ça ne peut plus être le même monde. Une telle masse de connaissances disponibles. Et ce qui fera la différence, ce qui fera demain le taux de dépendance, c'est ceux qui maîtriseront la capacité de mener une aussi grande capacité de connaissance au regard de leurs propres besoins. Et le risque, bien évidemment, c'est la dépendance technologique. Hein. Ensuite, une fois qu'on a atteint ce seuil de crédibilité de 20%, alors on était, vous avez vu la conférence que j'ai proposée, une conférence quand même sur le droit de l'intelligence artificielle, on était bien au-delà du seuil de 20%. Hein. Son plan était parfaitement utilisable. L'idée, c'est qu'ensuite, avec 2 invites, on passe à 50%. Donc, on va améliorer le statut. Ensuite, avec une invite, on va optimiser le résultat. Et le résultat, bien évidemment, vous permet d'atteindre les 80% qui vont éliminer les malfaçons. Il restera donc 20% d'humains, d'où la notion de cobotique juridique. Et c'est cela qui fera que tous les secteurs sont impactés. J'essaierai de faire le secteur que je connais bien, qui est la santé. Celle verticale, je travaille depuis quasiment 35 ans sur droit du numérique en santé. Mais je pense que c'est vrai pour tous les secteurs d'activité, et pas que les secteurs de droit, et encore moins les secteurs de droit de la santé. Il restera donc un complément annuel à 20%. Et l'organisation du travail dans les entreprises, privées ou publiques, c'est comment effectivement faire une conduite du changement qui va permettre d'atteindre le seuil 1 à 5 en moins de 10 minutes, et donc laisser un temps fou pour le reste, parce que la conférence que je vous ai présentée ici, j'ai obtenu ce résultat en moins de 3 secondes. C'est-à-dire, j'ai écrit effectivement l'invite que je vous ai présenté sur la conférence. 20 secondes, 20 secondes plus 3 secondes, on est à 23 secondes, et derrière, c'est pas facile de faire mieux. Et je vais vous raconter une histoire. Je débute, moi, il y a bien longtemps, en 1978, la protection des données personnelles, c'était il y a bien longtemps. Et puis, peu à peu, je me suis aperçu qu'il y avait intérêt plutôt à ne pas trop lire ce que disent les autres. J'ai pris l'habitude de ne pas lire et de lire après, pour ne pas être effectivement dominé par quelqu'un qui avait déjà réfléchi à la question. J'ai pris cette habitude. Au début, c'est un peu compliqué, puis après, on s'habitue. Et j'ai fait cette erreur avec elle. J'ai écrit un livre de 700 pages avec ChatGPT. Ça. Et donc, j'ai pris tous les thèmes
les juristes, pour vérifier qu'on atteignait bien le seuil de 20 à 30%. Et nous étions arrivés, elle et moi, le mois d'août, à 600 pages. Je ne sais pas pourquoi, je lui pose la question, mais qui es-tu? Et elle me répond, je suis une intelligence artificielle générative sans conscience. Je lui dis, si tu avais une conscience, ça ferait quoi? Alors elle a continué comme si elle avait une conscience. Et je lui dis, maintenant que tu as une certaine forme de réflexion, et afin de vous montrer que ce n'est pas un perroquet juridique, je lui dis, est-ce que tu peux me proposer une table des matières pour un livre ChatGPT pour les professionnels du droit? Et j'aimerais bien avoir 19 chapitres. Pourquoi 19? Parce que j'étais au 19e chapitre. Aussi simple que ça. Je lui ai continué en disant, tu sais, tu pourrais me donner 4 thèmes par chapitre, et puis pour chacun des thèmes, tu pourrais me donner une illustration. Elle me dit oui, absolument. Et au bout de 3 secondes, elle me donne la table des matières complète du chapitre du livre ChatGPT pour les professionnels du droit. J'avais mis 73 ans pour faire les 19 chapitres. Elle a mis 3 secondes pour faire ses 19 à elle. Et malheureusement, je n'ai pas fait mieux. Heureusement, je n'étais pas humilié. Elle n'a pas fait mieux, mais je n'ai pas fait mieux qu'elle. Or, il n'existe pas d'ouvrage sur ce domaine. Pas de possibilité pour elle de copier. Elle a inventé, toute seule, mot après mot, cette table des matières. Ça, c'est pour vous souligner l'importance mythique de cette situation. Alors, comment ça se passe et pourquoi c'est dangereux dans les organisations? On peut le faire, je vous ai dit, avec la totalité des livrables que peut faire un juriste. Et si on regarde la qualité avec la compétence, on s'aperçoit que moins on est compétent, plus la qualité de ChatGPT ou des intelligences artificielles génératives de type Barbe, de type Claude 2, eh bien, sont excellentes. En fait, moins on est compétent, et plus on est submergé par la réponse. Notamment, j'ai fait plein de tests sur la santé et sur le médical. Mais elle m'a dit tellement de choses, mais je suis incapable de juger si elle a raison ou non, s'il y a bien les 11 ou les 10, ma façon que j'indiquais, vous voyez. Mais par contre, il y a un énorme avantage, c'est que si vous êtes capable de la contrôler, plus vous êtes compétent, plus vous allez gagner. Car avec la première invite, vous allez passer les 20%, vous avez compris. La deuxième, les 2 autres invites en moyenne, vous allez passer les 50, vous allez passer les 70, vous allez enlever les malfaçons et vous avez les compléments manuels. C'est-à-dire que plus vous êtes compétent, plus vous êtes capable de maîtriser cet ensemble informationnel et plus vous êtes capable de sortir dans un délai extrêmement bref des éléments de qualité absolument magiques, époustouflants. Retenez que je n'ai pas été capable de faire mieux qu'elle sur un livre de 19 chapitres. Je vous souhaite bonne chance. Par contre, j'avais déjà travaillé pendant plus de 2 ans sur elle et sur comprendre comment ces systèmes marchaient. Alors, je vous propose de regarder en santé. Merci. Donc, en santé, eh bien, on peut faire de l'aide pour la communication avec le patient, bien sûr, de l'aide à la rédaction médicale, de l'aide à la compréhension et de la synthèse, de l'aide à la traduction, de l'aide pour compléter la recherche diagnostique et de l'aide pour compléter sa recherche thérapeutique. Oui, je ne voulais pas être agressif, j'ai mis aide, mais pas un seul instant j'ai pensé que c'était vrai. Hein. Mais j'ai mis aide, mais je ne crois pas que c'est de l'aide. Je pense que c'est vraiment de la coopération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une position d'assisté et d'assistant, il y a bien une complémentarité, et je ne suis pas sûr entre égaux. Je ne suis absolument pas sûr entre égaux. Voilà un exemple. Je suis médecin généraliste. Je dois délivrer une information médicale sur le Covid-19 accessible et compréhensible pour un enfant de 5 ans. Elle sait merveilleusement le faire. Vous pouvez le faire avec l'intelligence artificielle, vous pouvez le faire avec des concepts compliqués comme un trou noir. Elle est capable, effectivement, de vous fournir tous les éléments de compréhension en se basant sur, effectivement, le niveau intellectuel. Et c'est normal, puisqu'elle a tous les livres pour enfants. Elle en a pris que le substrat, hein, c'est-à-dire la structure des mots uniquement. Elle n'a pas les sources.
à l'intérieur. Et alors moi, je ne suis pas capable, comme je pouvais l'être sur les 19 chapitres, je ne suis pas capable d'analyser effectivement cela, mais je suis capable de le comprendre. Si on prend une aide à la rédaction, compte rendu de consultation d'une fille de 5 ans qui souffre de maux de tête depuis 1 an et à qui j'ai prescrit des examens complémentaires. Ça, c'est Isabelle qui a pris ce test. C'est un merveilleux résultat. Pas une faute d'orthographe, bien sûr, écrit dans un excellent français et parfaitement compréhensible. Ce qui est important ici, c'est la capacité de s'adapter entre l'émetteur et le récepteur sur un niveau informationnel. On peut compliquer les synthèses d'articles techniques, où vous ne savez pas si l'article est extrêmement important, ou si il faut quand même savoir qu'il existe et puis passer parce qu'il y en a trop. Elle s'est synthétisée de manière exceptionnelle. Elle peut aussi vous mettre les arguments positifs et les arguments négatifs. Elle peut faire un SWOT, force, faiblesse, menace et opportunité, des idées qui sont dans cet article. Elle peut vous rédiger sans aucune difficulté le nombre d'articles qui partagent cette conviction. Vous savez qu'il peut y avoir des controverses dans le domaine de la santé. Et simplement, pouvoir analyser les différentes thématiques qui sont dominantes ou dominées. Si vous lui dites rien, elle vous donne le point de vue général. Mais vous pouvez lui demander aussi les thèses contraires, sans aller forcément sur les complotistes. La traduction, ça c'est époustouflant dans tous les secteurs d'activité. Et là, dans le cadre simplement du colloque singulier entre un médecin et son malade. La recherche est sûrement un des domaines les plus passionnants à utiliser ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de lire en temps quasi réel des milliers de documents du Web of Science. Et sur une thématique donnée, de vous faire déjà des résumés, des synthèses, voire des analyses en composantes principales, des analyses statistiques de toute nature, des corrélations. Elle calcule les corrélations en quelques secondes. Elle a fait de l'analyse de données et elle a tout Python, la bibliothèque Python, qu'elle peut actionner en temps réel. On a mis aussi la recherche thérapeutique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, tout médecin, qu'il soit médecin généraliste ou spécialiste à l'hôpital, professeur, l'accessibilité est gratuite. Fantastique d'avoir toute la science médicale à ses pieds gratuitement avec ChatGPT 4. Vous n'êtes pas obligé de prendre 4+ turbo. Le gain de temps est absolument magnifique dès le moment où c'est un peu entraîné sur les prompts. Les erreurs, plus on est compétent, plus on peut les éliminer. Le risque, c'est d'être dépendant d'elles et donc de ne pas comprendre les erreurs. Mais plus vous êtes compétent, plus vous avez intérêt à l'utiliser. La précision, elle est millimétrique. On peut automatiser les tâches. Vous lui dites de faire une vidéo, elle vous produit la vidéo. Vous lui dites de faire le script pour pouvoir sur les réseaux sociaux et vous lui dites de communiquer toutes les semaines. Toutes les semaines, en fonction du nombre de personnes, des réactions, automatiquement, vous pouvez automatiser un nombre impressionnant de tâches, notamment vos mails. Et il y a zéro fatigue. La vitesse est telle qu'on n'est pas en état de dépendance, en état d'attente, on est à 2 secondes, 3 secondes maximum par rapport à des résultats comme un mémorandum stratégique sur la responsabilité médicale. Le challenge quand même, il y a parfois des problèmes de fiabilité. C'est vrai que quand on lui pose 2 fois la même question à 10 minutes de différence, elle ne donne pas la même solution, ce qui est normal puisque ce sont des probabilités. Mais en moyenne, elle n'est pas très dépendante des données d'entrée. Elle peut être biaisée, oui, c'est vrai, comme partout. Elle peut faire des erreurs comme partout. Plus compliqué la confidentialité, parce que là, sauf avoir des systèmes privés, mais il existe énormément de grands systèmes de modèles de langage dans ce domaine-là. Il y a des risques encourus en matière
élevés en matière notamment de secteur de santé. Mais l'idée, c'est de ne pas prendre ça comme cet avocat qui a eu des références de jurisprudence et qui étaient fausses. Mais elles n'étaient pas fausses. Elle n'a pas de référence de jurisprudence. C'est sa question qui était fausse, pas sa réponse à elle. Vous voyez? Et on va avoir un nouveau règlement qui permettra d'utiliser les IA dans le domaine de la santé à travers l'ensemble des possibilités. Dernier élément, comment mettre en place une politique de type intelligence artificielle générative? Il faut gérer la confidentialité et le savoir-faire, motiver les gens et faire des règles avec eux pour voir que c'est totalement opérationnel, mettre des plans de progrès, utiliser des outils simples, et celui-là, il est extrêmement simple. Et puis, bien vérifier quand même le droit. Il y a du droit, parce qu'on est dans le domaine de la santé. Donc, il y a une réglementation. Vous savez que le projet de réglementation qui est passé dans 2 ans, tous les produits de santé vont être à haut risque et sont soumis à une réglementation très particulière. Il faut un peu surveiller cela. Mais je pense que tout le monde doit ouvrir à tous les collaborateurs de l'entreprise, ChatGPT, en totale liberté, après quelques règles, bien entendu, de gouvernance, bien sûr. Donc, la trajectoire, donc, j'ai écrit ce livre avec elle, et vous voyez, j'ai fait une préface. Et la personne qui a relu le livre, elle le relut complètement, bien sûr, et elle me dit, dis donc, elle est bien ta préface. Et tu as raison, hein, c'est elle qui l'a écrite. Et si vous lisez la conclusion, je n'ai pas changé un mot à chaque fois, hein, pas une ligne. Et je lui ai dit, c'est normal, tu as écrit plus de paragraphes, donc je te laisse, je fais la conclusion préliminaire, tu fais la conclusion finale. Elle est magnifique, sa conclusion. Magnifique, elle a parfaitement compris qu'elle va être dominante. Hein. Donc il faut faire quand même un POC, mettre en place des programmes, mettre des méthodologies, parce que c'est un peu dangereux quand même de l'utiliser n'importe comment. Hein. Et mettre en place une méthode agile et surtout faire des retours d'expérience. Tout l'enjeu, c'est d'échanger sur ces invites ou ces prompts, de telle manière à ce que chacun dans son secteur qui a une compétence peut échanger cette compétence avec les autres personnes et faire donc, avant on faisait des bibliothèques de livres, maintenant on va faire des bibliothèques de prompts, des bibliothèques d'invites. Et c'est dans ces invites en 12 critères que se situera la productivité. Je vous avais promis en entrée la mutation. Alors, je voulais illustrer la mutation à chaque fois en vous montrant la vitesse du train, la fusée. Et je ne vous ai pas dit en quoi il y a une mutation. Je ne suis pas parti de hiéroglyphes, je suis parti de la plume doigt. On a fait la plume droit, les caractères d'imprimerie, la plume sergent-major. Moi, je l'ai connu, la plume sergent-major, avec les doigts, avec l'encre violette, le stylo, le PC, l'écran tactile, la reconnaissance vocale. Et pourquoi à cet endroit-là, ici, il y a une mutation? C'est quoi la mutation? Dans tous les secteurs de prestations intellectuelles, et notamment chez les juristes ou la santé. C'est que les humains, jusqu'à l'arrivée de novembre 2022, date à laquelle ChatGPT va être généralisé, on va atteindre le seuil mythique de millions en quelques jours. C'est-à-dire que ChatGPT a colonisé la planète d'un coup. Personne n'a résisté, comme pour l'Internet. Quelle que soit effectivement la politique, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, quelle que soit la civilisation, tout le monde sur Facebook. Et là, de la même manière, toute la planète, tout le monde sur ChatGPT. En tout cas pour les early adopteurs. Mais à la vitesse, 5 jours. Netflix, 2 années 5. Facebook, pour le seuil mythique du million, 9 mois. C'est que l'humain, jusqu'à novembre 2022, c'est très particulier l'humain, il pensait que ça lui arrivait. Ou alors il allait lire ce qui se faisait chez les autres, et avec une main, assistée par ordinateur, il exprimait ses pensées. Eh bien, la mutation, c'est qu'aujourd'hui, l'humain ne fabrique plus la pièce, ne fabrique plus le document. L'humain fabrique une commande numérique qui, sur une machine virtuelle, outil, va produire le bien. Et ainsi, on passe dans les prestations actuelles de la production du bien, avec des brouillons, à la production d'une commande qui produit la prestation.
Et c'est ça la mutation. C'est que maintenant, nous n'allons plus produire directement, nous allons produire indirectement. Et toute l'organisation mondiale, quelles que soient les civilisations, passe d'une production directe à une production télécommandée indirecte. C'est-à-dire que si vous prenez une analogie avec la musique, eh bien, la machine-outil virtuelle, le LLM, c'est le violon, et l'archer, c'est l'invite ou le prompt. Ou si vous prenez le piano, les touches sont l'équivalent de l'invite et du prompt, et le LLM, le grand langage de modèle, c'est les marteaux et la corde. C'est cela la mutation. On ne fait plus, on fait faire. Et on passe d'un métier de réalisation artisanale à un métier d'industriel. Et on passe d'un métier où on faisait à un métier où on fait faire. On devient des ouvriers intellectuels, comme l'ouvrier, effectivement, sur la ligne de production, télécommande, par des commandes numériques, une machine-outil qui produit la pièce. Et c'est dans ce cadre de figure que j'ai fait en verre et en fer, ChatGPT selon une interprétation physique. Le monde de demain sera différent et ce qui fera notre différence, c'est notre capacité à la dominer, car le risque, c'est la dépendance et l'esclavage technologique. Merci.